Bernard Tranchant, vous êtes vice-président de l'Union nationale des associations familiales françaises. Quelle part le jeu d'argent représente-t-il dans les problèmes des familles, notamment en termes de surendettement, de désocialisation, et quelles préconisations mettriez-vous en avant pour y remédier? Merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre de façon exhaustive à votre question. Tout d'abord, il est certainement utile de rappeler, malheureusement, qu'au sein de la famille, au sein du mouvement familial, il n'existe pas vraiment d'études scientifiques, et le docteur vient de le dire actuellement, sur les effets du jeu d'argent dans la famille. On n'a pas aujourd'hui des études précises qui pourraient nous éclairer sur ce volet-là. Ou du moins, on ne les connaît pas. Alors voilà, le débat, ça viendra peut-être avec la salle tout à l'heure. Cependant, ce qu'on sait, c'est que messieurs Lobsinger et Beckett disaient dès 1996 qu'une personne présentant un problème de jeu générait autour de lui entre 8 et 10 personnes qui voyaient leur vie affectée par ce problème. Donc c'est une réalité qui nous oblige à tenir compte du fait que, certes, il y a les personnes qui sont directement concernées, mais le milieu dans lequel elles vivent est impacté directement par leurs problèmes. Et pour être plus précis, lorsqu'un membre de la famille est victime d'un problème de jeu, il est courant de constater que les enfants sont souvent les premières victimes. Vous comprendrez bien du lieu où je vous parle, c'est pour nous important que de le signaler. On constate que les liens familiaux sont largement mis à mal, que les liens sociaux que les liens sociaux sont détruits, sont déstabilisés, et que rapidement derrière, les risques imminents de déstabilisation financière arrivent. D'où, mais j'y reviendrai peut-être dans ma conclusion, l'importance d'une logique de prévention très en amont plutôt que des mesures de correction. Sur ce volet de la protection du joueur, il conviendrait de prendre en compte le rôle important que peut jouer la relation intrafamiliale quant à la pratique du jeu. Sur le volet de la protection des mineurs, on peut dire que la loi a prévu un mécanisme robuste d'encadrement et de sécurisation du jeu, et ça a été dit en plusieurs moments depuis ce matin, donc du jeu en ligne régulé. L'accès des mineurs à ce segment est aujourd'hui relativement sécurisé, même si il reste toujours des risques. Pour autant, l'Observatoire des jeux rappelle qu'un tiers des mineurs a joué au cours de l'année précédente. Donc, certes, il y a eu des progrès, certes, on a un peu minimisé le risque en direction des plus jeunes, mais il reste des choses à faire. Je veux insister sur le fait que je signalais tout à l'heure que, globalement, l'initiation au jeu d'argent se fait souvent au sein de la famille. Même si nous n'avons pas d'informations précises sur l'âge de cette initiation, on sait très bien que les pratiques, cette initiation se traduit par l'apprentissage de codes rituels. On voit son père, on voit sa mère, on voit son frère pratiquer le jeu, et ça participe de façon induite, presque inodore, à cette initiation sur le jeu. Les discours véhiculés par rapport au jeu, la vision de l'éducation à l'argent. Tout à l'heure, un de nos intervenants à la table ronde précédente a pointé ce point qui peut paraître effectivement, face à un public qui est peut-être plus dans l'économie que dans l'humain, et certainement d'ailleurs dans les deux, excusez-moi, mais c'était quand même le volet tout à l'heure économique qui était pointé, les incidences d'emploi. Donc c'est important, c'est des humains derrière, j'ai bien conscience de ça. Mais donc ce volet-là était très, très prégnant, et que voilà, il fallait peut-être que la vision de l'éducation à l'argent était à prendre en compte au sein des familles. Alors comment, après, voilà. Les croyances et les représentations autour du jeu, les réussites ou les échecs autour du jeu. Donc tous ces facteurs-là qui sont non identifiés, on va le dire, dans la vie commune de tous les jours, dans les familles, participent à favoriser une pratique de jeu qui va vers un jeu problématique, ou participe à la banalisation ou pas. Il ne faut pas non plus sous-estimer pour les mineurs l'enjeu de l'accès aux jeux illégaux, dont les modes opératoires se rapprochent souvent d'univers qu'ils utilisent. L'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Le fait, et on le disait ce matin aussi, des smartphones dans la poche de tout le monde et dans la poche des plus jeunes, sont des pratiques qui font que ça participe à démocratiser l'éventuelle utilisation du jeu.
Quant à l'impact du jeu sur le surendettement, la Banque de France estime à 3% les personnes qui disent être tombées dans cette situation par le jeu. Nous pensons à l'UNAV que cette estimation est certainement sous-évaluée, mais là encore, nous n'avons pas d'études précises pour le prouver. Et pour l'UNAV, même si le jeu n'est pas identifié comme débouchant sur le surendettement, il ne faut pas minimiser son impact sur les arbitrages que la pratique du jeu génère sur les dépenses. Dans la famille, avant de dire qu'on est en surendettement à cause du jeu, on va commencer par réduire les charges d'alimentation, par diminuer la qualité du logement, par ne plus faire partir les enfants en vacances parce qu'il n'y a plus d'argent, etc. Donc il ne faut pas minimiser que même si le jeu n'est pas pointé comme étant la source du surendettement, il génère des pratiques au sein de la famille qui sont des pratiques qui mènent progressivement à une moins bonne qualité de vie dans la famille. Au sein des familles, ces arbitrages entraînent des tensions, des souffrances pour les non-joueurs, les conjoints, les enfants, je l'ai déjà suffisamment dit. D'où l'importance de repérer ces situations. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous féliciter de la démarche engagée par l'Observatoire des jeux pour développer un système de repérage précoce des joueurs problématiques. Et nous nous réjouissons de tout ce qui a pu être mis en place depuis la loi de 2010 par les pouvoirs publics, par l'ARJEL, par les recommandations de l'ARPE au niveau de la publicité, la recommandation de 2009, et puis les divers engagements du CSA, de l'ARJEL, de l'UDA et du GEST, qui ont permis d'encadrer les pratiques publicitaires et de marketing qui impactent souvent les plus vulnérables. Nous pourrions dire un mot sur peut-être la banalisation des paris sportifs, on en parlait tout à l'heure, parce que par rapport à ces paris sportifs où on entend les reporters au moment des commentaires des matchs faire tout un discours autour du jeu, certes, ce n'est pas qualifié comme de la publicité, sauf les enfants, quand on est en attente de la vision du match de foot ou du match de rugby, ils sont là, avec le père et la mère, et ils entendent tous ces discours banalisant la pratique du jeu. Donc ça participe, je crois, au risque que nous faisons courir à nos propres enfants, qui font partie des plus vulnérables. Voilà. Donc, en termes de conclusion, et rapidement, peut-être 5 points, l'importance de renforcer l'information sur les effets du jeu, de promouvoir le repérage précoce des situations problématiques, puisqu'on a vu qu'ils entraînaient avec eux toute une série de gens proches dans la famille. Nous appuyer sur l'ensemble des intervenants auprès des familles. Il y a des travailleurs sociaux qui rentrent dans les familles, il y a des éducateurs, il y a l'école, il y a des bénévoles des associations. Comment ces gens-là sont formés, sont accompagnés pour être en capacité d'aider la famille dans sa relation au jeu. Il nous faut avoir aussi une vigilance particulière pour l'accompagnement des joueurs vulnérables, qui sont les jeunes adultes, et vous l'avez cité en citant les adolescents, qui sont en recherche d'identité et qui vont vouloir aller chercher ce qui se passe là-dedans, mais également des personnes en situation d'instabilité familiale, professionnelle, affective, mais aussi des majeurs protégés. Par ailleurs, il appartient de rappeler que l'UNAF est défenseur des droits de la personne, y compris en situation de vulnérabilité, en altération ou des personnes en altération de leurs facultés. En conséquence, cela veut dire que la personne doit rester actrice de ses décisions, des décisions qui la concernent, que ce soit sur sa réinscription sur une liste d'interdiction de jeu ou l'accompagnement budgétaire ou des choses de ce type-là. La personne doit rester actrice. Et pour nous, on est en situation de médiation. C'est une situation de médiation au sein de la famille, hors champ conjugal, hors champ d'affectif, pour aider à des décisions importantes vis-à-vis de la pratique du jeu. Donc on pourrait, sur ce volet-là, peut-être aider les familles en mobilisant le tissu social et le tissu associatif pour les accompagner. Je vous remercie.